La République se transforme-t-elle en dictature? Des idées dissidentes vous font-elles aller en prison comme du temps de l'URSS? Peut-on être prisonnier politique en France? De quoi a peur le système? Toutes les réponses à toutes ces questions avec Vincent Renoir, le capitaine Juvin Brunet et Alain Soral. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors, avant le début de l'émission, n'hésitez pas à nous soutenir. Vous allez sur rejoindre en bas de la vidéo. Voilà, rejoindre la grande case, rejoindre. Vous cliquez dessus et vous n'hésitez pas à nous soutenir. Évidemment aussi dans les commentaires avec le super chat. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir en avant-première nos vidéos. Alors pourquoi aujourd'hui on a voulu cette émission? Parce qu'à Géopolitique Profonde, nous sommes les amis de la liberté, de la réelle liberté. Et aujourd'hui, malheureusement, en République, la liberté n'existe plus. Contrairement à ce qu'on pense, liberté, égalité, fraternité, ça n'existe pas en République. Ce n'est pas vrai, ce sont juste des slogans de communication. Donc aujourd'hui, on a voulu réunir trois personnes qui ont subi la dictature, je dirais même la tyrannie républicaine. D'abord, on reçoit monsieur Vincent Renoir, militant, enseignant, enquêteur aussi et historien, emprisonné pour des livres et des vidéos. Vous êtes libre depuis seulement le 2 février. Exact. Bonjour monsieur Vincent Renoir, comment allez-vous? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais bien, merci. Donc depuis ma remise en liberté, je suis passé de la prison au monde réel, je dirais. Et c'est toujours un choc parce que maintenant je suis beaucoup demandé, je fais beaucoup de conférences alors qu'avant j'étais dans ma prison et dans ma cellule tranquillement. Voilà. Donc, mais je vais bien, merci beaucoup. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous avoir ici en plateau. J'en suis Et on très va honoré. justement discuter de ce que vous avez subi. À ma droite, le capitaine Juvin Brunet, que vous connaissez tous, il était déjà venu il y a à peu près 2 semaines ici sur ce même plateau. Lui-même a fait, je crois, un peu plus de 5 mois de prison pour aussi ses idées. 4 mois ferme, 4 mois ferme. Et 4 mois avec bracelet, ça fait 8 mois. Ça fait. Donc, comment allez-vous Je me mets à la place aujourd'hui de Vincent Renoir qui vient juste de sortir de prison et qui a passé un temps beaucoup plus long que moi. Je me mets à sa place parce que c'est les remises en liberté et l'évolution dans un milieu non carcéral sont assez pénibles et assez délicates. Donc j'exprime plutôt de la compassion vis-à-vis de Vincent aujourd'hui pour ce qu'il a pu subir. Je peux en parler de façon compassionnelle parce que je peux partager cette douleur aujourd'hui. Il faut l'avoir vécu. Et enfin, Alain Soral, essayiste, président de Égalité et Réconciliation. Il a écrit ce best-seller Comprendre l'Empire. Lui-même est victime aussi de cette vindicte judiciaire républicaine, si je puis dire. Et il est aujourd'hui en exil, parce que c'est un exil pour vous, cher monsieur Alain Soral. Auquel cas, sinon, si vous revenez en France, vous aurez, je crois que c'est 6 ans de prison, c'est ça ? Oui, si on additionne toutes les peines de prison ferme qui m'ont été promises, on arrive à 6 mois, ce qui veut dire que j'ai de bonnes chances d'en faire au moins 3. D'ailleurs là, je suis désolé, je suis le seul qui ait échappé à l'incarcération pour des raisons de hasard et de chance.
Le hasard, c'est que je suis tombé face à une juge d'instruction au moment où je vais passer de garde à vue en prison. Je suis tombé sur une juge d'instruction qui était une amie, je veux dire plutôt la pire ennemie de Dupond-Moretti dans l'institution. Donc c'est pour ça qu'elle m'a laissé ressortir. Et immédiatement après, sur le conseil de mon avocat, j'ai passé la frontière et je suis protégé par ma double nationalité, puisque les Suisses n'extratent pas leurs ressortissants. Sinon, je serais actuellement en prison. Est-ce que c'est un exil pour vous? C'est un exil qui n'est pas très douloureux parce que je ne suis pas très loin de la France, dans un pays francophone. Mais quand même, j'ai ma fille que je vois à peine une fois par an parce qu'elle est très jeune et que c'est compliqué de la faire se déplacer du fin fond du Pays Basque. Je ne peux pas aller dans l'endroit que j'avais arrangé pour moi, qui est une ferme en Bourgogne, où je pensais me retirer à partir de l'âge de la retraite, puisque j'ai 65 ans cette année. Donc, c'est pas monstrueux par rapport à ce qu'a subi notamment Vincent Renoir et même à notre ami, le capitaine. Mais c'est quand même très agaçant de voir que, surtout par rapport aux baratins, quand on entend parler des Navalny, des gens qui sont persécutés dans les autres pays ou les autres systèmes, de voir que personne ne dit jamais qu'en France, il y a aussi des prisonniers politiques. Vincent Renoir en est le plus bel exemple, et qu'il y a une police de la pensée, et qu'effectivement, c'est une démocratie qui ne fonctionne que pour les gens qui vont vraiment dans le sens on va dire, de cette société de consommation, même de consommation d'idées. Et que dès qu'on commence à tenir un peu tête et qu'on persévère, parce que tenir tête, on peut le faire très peu de temps, et qu'on se met à persévérer, tout un système de persécution se met en place. Et il faut pas oublier, c'est d'abord une persécution médiatique, la diabolisation, après persécution fiscale, que j'ai beaucoup subi et que je subis encore, et puis après persécution tout court, sans parler aussi des cassages de gueule, moi, que j'ai subi aussi plusieurs fois quand j'étais encore à Paris. Merci beaucoup, monsieur Alain Soral. Ma question, elle est pour monsieur Vincent Renoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on enquête, par exemple, sur un fait historique, ou pas, on peut aller en prison. C'est-à-dire que vous avez dit, tiens, il y a on va dire une communication d'État qui m'explique qu'il va se passer quelque chose. Moi, j'enquête, et à cause de ça, vous êtes parti en prison. Oui, c'est cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on enquête sur certains faits historiques, notamment relatifs à ce qui se sont déroulés pendant la Seconde Guerre mondiale, et que l'on diffuse une vidéo ou que l'on publie un livre qui remet en cause la version officielle, eh bien, il y a en France une loi antirévisionniste, donc la loi Guessot, qui prévoit contre vous jusqu'à 45 000 € d'amende et 1 an de prison ferme. Mais ce n'est pas cette loi, je crois, que vous avez subie. Ah si, c'est cette loi. C'est cette loi. Il n'y a pas eu un amendement après, dans les années 2016-2017 ? Alors, au départ, la loi réprimait la contestation de crimes contre l'humanité. Or, il se trouve que moi, en 1997, j'ai publié un livre révisionniste sur l'affaire d'Oradour-sur-Glane. Or, Oradour-sur-Glane a été jugé en 1953 comme un crime de guerre. Et là, le législateur, quand il a voulu me poursuivre, il s'est retrouvé devant un vide juridique. On pouvait contester en France des crimes de guerre. Donc, le 27 janvier 2017, la loi antirévisionniste a été étendue aux crimes de guerre qui ont été jugés et pour lesquels des gens ont été condamnés. Donc aujourd'hui, si vous remettez en cause l'affaire d'Oradour-sur-Glane, si vous contestez la version officielle, vous risquez, et moi à l'heure actuelle, je risque 1 an de prison ferme et je fiche mon billet que je les aurai, ces 1 an de prison ferme. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce que maintenant, depuis 2008, à chaque fois que je passe en procès, j'ai la peine maximale, 1 an de prison ferme. Je n'ai pas d'argent, j'ai jamais été riche. Ils ne peuvent pas me frapper au porte-monnaie. J'ai perdu mon travail en 1997 puisque j'ai été révoqué de l'éducation nationale. J'ai survécu en donnant des cours particuliers de mathématiques. Donc ils ne peuvent pas me faire perdre mon travail, ils ne peuvent pas me prendre d'argent puisque je n'ai pas de maison, je n'ai même pas de voiture, j'ai rien. Donc ils me mettent en prison en décidant contre moi le maximum de la peine. Et il faut savoir qu'en 2015, le tribunal de Coutances a même été
au-delà de ce que prévoyait la peine. Ils m'ont infligé 2 ans de prison ferme, pensant que en cas de récidive, on pouvait doubler la peine. Mais à l'époque, il n'y avait pas de récidive en matière de presse, donc je ne pouvais avoir qu'1 an de prison ferme. Mais c'est en 2015 que j'ai choisi de m'exiler en Angleterre, parce que je n'en pouvais plus. En France, ça n'arrêtait plus, c'était les perquisitions, les plaintes, et j'avais déjà fait 1 an de prison en 2010-2011 à Valenciennes pour avoir diffusé une brochure révisionniste. L'avoir diffusée à 300 exemplaires, c'était une brochure de 12 pages bêtement photocopiée, hein, c'était pas du tout quelque chose d'énorme, et pour ça j'avais déjà eu 1 an de prison ferme, que j'avais purgé à Valenciennes, après avoir été extradé de Belgique, puisqu'à l'époque je vivais en Belgique. J'ai donc purgé cette peine de prison. C'est pour ça qu'en 2015, quand j'ai vu que j'allais à nouveau subir des peines, je me suis réfugié, je me suis exilé en Angleterre, j'ai profité, comme un peu M. Soral, du temps qui me restait pour passer la frontière. Et ils sont partis vous chercher jusqu'en Angleterre. Alors de 2015 à 2021, de 2015 à 2020, j'ai été tranquille. Et puis en 2020, il y a eu l'affaire du graffiti révisionniste sur le mémorial d'Oradour. Et là, ça a mis le feu aux poudres. Ils ont dit, il faut faire extrader Vincent Renoir. Et à partir de là, la France a lancé ses limiers qui se sont mis en rapport avec les autorités britanniques, même le contre-terrorisme britannique. Ils ont tenté de m'arrêter en octobre 2021, je crois que c'était le 21 octobre. 2 policiers sont venus chez moi en me demandant si j'étais bien Vincent Renoir, donc 2 policiers britanniques. J'ai répondu que je n'étais pas Vincent Renoir, que Vincent Renoir n'était pas là, et de façon surprenante, ils n'avaient pas ma photo, ils ne connaissaient pas mon physique. Donc ils sont repartis, mais 5 minutes après, ils sont revenus. Ils ont ouvert la porte, j'ignore comment, ils ont ouvert la porte d'entrée de l'immeuble, ils sont montés dans mon appartement. Moi, j'avais eu le temps de comprendre qu'ils revenaient, je me suis précipité dans l'appartement du dessous, dont j'avais la clé, par un hasard extraordinaire, et là, j'ai pu fuir par une porte de derrière qui donnait sur un escalier de secours. Et c'est là que je me suis enfui en courant dans la rue, comme dans un film. J'ai été récupéré par un ami, et de là, je suis parti me cacher en Écosse, dans une chambre d'hôte, sous une fausse identité. Ils m'ont traqué, ils ont dit que ça leur a pris du temps, beaucoup de moyens, ils ont mis donc le contre-terrorisme britannique, et un matin, le 10 novembre 2022, 2 voitures sont arrivées avec du personnel, 6 personnes qui ont cerné la maison et qui m'ont arrêté comme un vulgaire terroriste. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Voilà mon histoire, et donc après j'ai été incarcéré et je suis resté 15 mois en prison en Écosse. Alors il faut savoir que j'avais été arrêté en vertu de 2 mandats d'arrêt. Le premier mandat d'arrêt, c'était celui pour que j'exécute ma peine à laquelle j'avais été condamné, ma peine de 1 an de ferme en 2015. Cette peine, je l'ai purgée en Écosse, puisque avec les remises de peine automatiques, je n'avais que 9 mois. Donc en Écosse, je suis resté 9 mois en prison. J'aurais pu être extradé au bout de 10 jours, mais j'ai refusé mon extradition, et 2 avocats ont lutté pour que je ne sois pas extradé. La lutte a duré pendant 15 mois, donc les 9 premiers mois, j'ai purgé ma peine, et lorsqu'ils ont vu que je risquais peut-être d'être libéré après ces 9 mois, ils ont lancé un 2e mandat d'arrêt pour cette vidéo que j'ai postée sur YouTube, que j'ai diffusée sur YouTube alors que j'étais en Angleterre. Et à l'heure actuelle, donc, ils ont obtenu mon extradition pour me faire passer en procès pour cette vidéo. Je vais donc passer en procès lorsque l'instruction sera terminée. J'écoperai de 1 an de prison ferme pour ces 7 vidéos, pour contestation de crimes contre l'humanité, contestation de crimes de guerre. Mais comme j'ai déjà fait 6 mois de plus en Écosse, j'aurai 6 mois. Et ensuite, ils me poursuivront. Je sais que j'ai au moins 2 ou 3 autres plaintes qui me vaudront chacune 1 an de prison à nouveau. Cher capitaine Juvin Brunet, quand vous entendez ça, c'est d'ailleurs des similitudes, parce qu'il y a le contre-terrorisme qui a été dépêché contre M. Renoir, contre vous-même aussi d'ailleurs, je crois. Alors moi, pas encore.
Donc j'envoie un message amical, fraternel, à tous les officiers et fonctionnaires de la DGSI et toutes ces personnes qui sont en train donc de réaliser des investigations sur ma personne, parce que par la bande intérieure, qu'elle soit policière ou justice, j'ai appris que la DGSI était sur mon dos, donc avec table d'écoute permanente, pour déterminer si je suis un affreux séditieux, potentiel dissident, basculant sur une forme de révolution. Pour l'instant, ce n'est ni dans mes propos ni dans mes intentions, mais je suis édifié par ce que j'entends au sujet de Vincent Reynoir. Vincent Reynoir et peut-être Alain Soral, dont j'ignore les modalités procédurales dont il était victime, ont tapé, je pense, sur ce qu'on appelle les lois mémorielles, qui contrôlent la mémoire, qui contrôlent la pensée. Moi, je me suis attaqué modestement avec une association pour en partager, on va dire, l'usage avec quelques milliers de membres, à la deuxième composante de contrôle de nos sociétés. Après la mémoire, donc la pensée, il y a aussi le portefeuille. Donc j'ai été poursuivi pour les lois qui maîtrisent et qui contrôlent notre portefeuille, et au-delà de notre portefeuille, la monnaie, et au-delà de la monnaie, bien entendu, le contrat politique qui nous lie tous. Parce que sur un billet ou sur une pièce, alors nous on appellera ça pour moi des jetons et des chèques cadeaux, eh bien vous imprimez des valeurs, vous imprimez des principes, vous imprimez une histoire, vous imprimez des figures tutélaires. Et derrière ces figures tutélaires, nous avons bien entendu un contrat politique. Et ce contrat politique n'a strictement rien à voir avec cette espèce d'Union européenne qui ressemble plus au Reich nazi de l'époque qu'autre chose, sur lequel on imprime des portes, des fenêtres, et surtout un grand vide. Nous sommes en train de vider de leur substance toutes les nations européennes qui ont une histoire absolument fantastique, glorieuse. Nous en vidons la mémoire, nous en vidons l'histoire, pour ensuite les vider tout court et les amener à leur dislocation. Voilà pourquoi, j'ai envie de dire, nous battons sur différents fronts, que ce soit le front de la mémoire comme celui du portefeuille. Nous nous battons pour retrouver une forme de liberté et peut-être un jour de souveraineté. Surtout que pour vous, lorsque j'ai interviewé votre avocat, Maître Juan Branco, c'est à cause des médias que vous avez été emprisonné. C'est un petit peu le continuum dont parle Alain Soral, il en parle à l'instant, où ça commence par un matraquage médiatique, enfin on va dire une chasse à courre, tout d'abord médiatique, qui continue les limiers dont parlait Vincent Reynoir, donc les chiens de chasse ensuite sont le fisc. Ça peut être aussi parfois des blocs ou des groupes armés qui sont eux-mêmes, on va dire, gentiment dorlotés, biberonnés par la police, qui viennent vous frapper en manifestation ou en marge de certaines manifestations, ils existent également. Mais ensuite, bien entendu, il y a, quand ça ne suffit pas pour faire taire les opposants, pour faire taire les dissidents et un jour faire taire les résistants, il faut en arriver avec la justice, avec le contrôle policier, avec derrière l'incarcération qui prive de liberté, donc qui prive de toute cette liberté d'action nécessaire à l'organisation de la dissidence et peut-être un jour de la résistance. Cher Monsieur Soral, pourquoi l'État est ainsi répressif? Est-ce qu'une forme de vérité dérange? Est-ce qu'elle fait peur aux institutions? Bah oui, c'est le côté flatteur. Tant que vous n'avez pas atteint une certaine masse critique, vous ne risquez pas grand. Mais quand vous commencez à toucher du monde, la machine se met en route. C'est pour ça qu'il y a toujours un décalage entre ce que vous disiez et puis la répression qui se met en marche. Mais moi, pour revenir, pour comparer les histoires, parce que c'est toujours très enrichissant, étrangement, moi j'avais subi de nombreuses condamnations pour ce qu'ils appellent négationnisme. En fait, c'est du révisionnisme. Mais comme c'est du droit de la presse, je n'étais pas incarcérable. Et même d'ailleurs, quand on m'avait donné une peine de prison, le parquet s'y était opposé parce que ce n'était pas dans la loi. C'est d'ailleurs la loi qui sont en train de changer en ce moment même. Mais moi, il se trouve qu'à un moment donné, j'ai fait une vidéo sur ce que j'ai appelé le couillonavirus, c'est-à-dire sur ce qui était en train de se mettre en place, qui était le processus vaccinal, et qui d'ailleurs était déjà que j'avais déjà annoncé dans mon livre Comprendre l'Empire en 2011, vous voyez. Et là, alors que j'habitais déjà en Suisse, j'avais déjà commencé à m'éloigner de la France pour des raisons de sécurité, car j'étais beaucoup menacé physiquement. Je suis rentré en France, pour que les gens comprennent, à motocyclette, de nuit, et j'avais besoin d'aller à la banque. Et le lendemain matin, en partant de chez moi, je me suis fait sauter par 4 flics qui attendaient dans la rue déguisés en touristes, qui m'ont braqué
et qui m'ont lu un papier comme quoi j'ai été arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État. Et j'ai été immédiatement incarcéré en garde à vue pour 48 heures, où j'ai subi 4 ou 5 interrogatoires. Donc moi, j'ai été accusé pour une vidéo qui dénonçait déjà tout le processus vaccinal du coronavirus, étrangement, pour atteinte à la sûreté de l'État. Et un des policiers avec qui j'ai fini par sympathiser au fur et à mesure des interrogatoires, quand je lui ai demandé comment ça se fait que vous m'avez attrapé dans la rue comme ça, en me guettant, alors que je ne suis quand même pas un dangereux terroriste, il m'a quand même dit qu'ils avaient mis sur ma personne le niveau de surveillance qu'ils mettent pour les terroristes internationaux et les trafiquants de drogue internationaux. Et c'est là où il faut comprendre. Quand il y a des gens un peu gênants, on est capable de mettre en place des dispositifs qui normalement ne sont même pas faits pour eux. Et là, il y a presque, comment dirais-je, utilisation presque abusive de l'argent de l'État. Parce que tout ça, comme M. Renoir l'a bien fait remarquer, ça coûte très cher, hein, ces tracts, pour du, je rappelle, ce qu'on appelle au départ du délit d'opinion. Hein. Ou d'ailleurs, la phrase est très drôle, parce que quand moi je dis il y a la liberté d'opinion en France, et on dit oui, mais ça, c'est plus une opinion, c'est un délit. Et je réponds oui, c'est du délit d'opinion. Vous voyez, comme le niveau d'argumentation de l'adversaire est faible, hein, et profondément malhonnête. Oui, parce qu'on ne comprend pas ces moyens mis en place. Je veux dire, on a eu des fichiers S qui ont fait des actions de terrorisme, de meurtre, de ce qu'on veut. Et au final, on apprend qu'ils n'étaient pas surveillés ou on les a lâchés peut-être dans la nature. Pourtant, vous, ce que vous faites, c'est essentiellement écrire des livres, faire des vidéos. Je veux dire, ça ne tue personne théoriquement. Pas théoriquement, hein. Ben, il faut croire que ça gêne et que ça agace le pouvoir, parce que ça offre un argumentaire critique qui effectivement va très au-delà de la fausse opposition médiatique. Et comme on est dans une période, ce n'est plus la période des 30 glorieuses où tout va bien, mais qu'on est dans une période quand même de crise, et de crise qui s'aggrave de plus en plus, et ben le pouvoir en fait rigole de moins en moins avec la liberté d'expression quand son pouvoir est de plus en plus menacé. Ce qui fait qu'à la fois c'est pénible ce qu'on subit, et en même temps c'est la marque d'un combat qui avance et qui marque des points. C'est comme ça qu'il faut le voir, parce que toute la difficulté, c'est de ne jamais sombrer dans le pessimisme. Il faut malgré tout ça rester optimiste, donc avoir une vision sur l'avenir, ou au moins une vision morale, on se débrouille comme on peut, mais pour se dire que ce combat vaut la peine et qu'il n'y a pas que les mauvais côtés. Et en cela, je suis très admiratif de Vincent Renoir, de la sagesse et du calme qu'il exprime. Vous voyez, c'est un très bel exemple. Je tiens à le faire remarquer. Justement, vous avez une fille, donc vous avez une famille. Vous n'avez pas de regrets, peut-être vous ne dites pas « j'ai peut-être fait des sacrifices dans ma vie personnelle, j'ai moins vu ma fille que je n'aurais dû l'avoir, moins élevée ». Vous n'avez pas ce type de regret parfois ? Non, on ne pense pas aux choses comme ça. On avance sur un chemin qu'on estime est un chemin de vérité, et puis à un moment donné, on rentre dans une zone un peu dangereuse qu'on n'identifie pas tout de suite forcément, puisque le discours officiel est qu'on est on est dans des pays de liberté d'expression, etc., etc. Et puis c'est après qu'on se rend compte qu'il y a un prix à payer. Et après, le choix, c'est est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue. Et ce qui est très triste, c'est de voir tous les gens qui, à cause de la pression, arrêtent. Et encore, ça, c'est pas les pires. Les pires étant ceux qui se retournent, hein, parce que c'est l'offre qui vous est faite à un moment donné. On vous explique, voilà, vous avez fait un chemin, vous avez une notoriété, vous vous êtes mis en danger, on peut encore vous sauver. Et là, on vous démarche pour que vous vous retourniez. Et la chose la plus douloureuse, c'est les retourner. Je ne vais pas citer des noms ici, mais pour ceux qui s'intéressent, vous les connaissez tous, que ce soit pour moi ou pour mes camarades. Voilà. Et la différence, c'est ça. C'est pourquoi, à un moment donné, on estime qu'il ne faut pas lâcher. Et moi, je retiens une leçon du professeur Forisson. Mes ennuis viennent aussi beaucoup du fait que je l'ai soutenu. Et je l'ai soutenu pour des raisons presque humaines. Hein. J'ai trouvé incroyable la persécution qu'il subissait, alors que c'était un professeur. Hein. Et il disait, quand on lui posait la question de savoir quel était le premier devoir d'un père, d'un mari, par rapport justement aux choses qu'on faisait subir à son environnement proche à cause de ce combat, il disait le premier devoir, c'est d'être un homme. Hein. Et ça passe avant tout le reste, c'est-à-dire réfléchir à la sécurité de sa femme et de ses enfants. Et que quand on cesse d'être un homme parce qu'on se soumet, eh ben, tous les autres devoirs, finalement, s'effondrent avec. Hein. Et ça, je l'ai retenu. Effectivement, le premier devoir dans ce genre de combat, c'est de rester un homme. Voilà, c'est de ne pas trahir. C'est ce que vous avez pensé, cher Vincent Renoir. Le premier devoir est d'être un homme ? Oui, je pense que quand parfois on me dit « mais vous avez sacrifié votre famille »,
je dis, je ne pense pas que je l'ai sacrifié parce que mes enfants diront, notre père a fait son devoir, il n'a pas reculé et il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour qu'on ait un espoir de société meilleure plus tard. Parce que si on ne fait rien, quel avenir nous offre-t-on dans la Macronie ou dans tout le reste, si vous voulez? Donc je pense que mes enfants, ceux qui auront l'esprit clair, et j'en connais déjà qui ont l'esprit clair, qui me disent « on est fiers d'avoir un père comme toi, parce que tu as combattu jusqu'au bout, alors naturellement, on ne t'a pas vu beaucoup, certains n'ont même pas vu du tout, puisque ma dernière fille ne m'a jamais vu, elle est orpheline de père. J'espère qu'un jour on se reverra, mais c'est quelque chose, quand on dit « vous avez sacrifié votre famille », je dis non, je ne l'ai pas sacrifiée, j'ai lutté pour elle et pour tous les autres enfants de France et d'Europe. Malgré tout, comment on le vit, ça? Justement, on ne voit pas sa dernière fille, c'est quand même pas rien. Alors, bon, moi, j'ai une vision de la vie qui est assez particulière, qui, je crois en la multiplicité des existences, et je crois que nos enfants s'incarnent dans cette vie pour connaître telle et telle épreuve. Donc, mes enfants se sont incarnés, sachant à l'avance qu'ils auraient ce père-là. Donc voilà pourquoi je ne regrette rien, et je me dis, mes enfants le savaient, ils devaient le vivre. Voilà. Alors certains le vivront mal, certains le vivront bien, mais moi j'avoue que je n'ai pas de regrets et que mes enfants, avant tout, pour moi, ce sont des êtres humains qui vont se construire, qui se sont construits en dehors de moi. Voilà. Alors vous êtes à la base enseignant, vous venez de l'éducation nationale, c'est quand même un milieu très consensuel. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit, ah, les versions officielles que l'on me vend, c'est pas trop ça? Moi, j'étais révisionniste avant d'intégrer l'éducation nationale. J'étais révisionniste depuis 1988, depuis 1989, avec le rapport Leuchter, et je suis devenu professeur en 1993, enfin en 1995 exactement. Donc je suis rentré dans l'éducation nationale. D'ailleurs, ça a toujours été un mystère. Des gens d'ailleurs ont posé la question, comment ça se fait que lui, qui avait déjà été condamné pour révisionnisme, a-t-il pu intégrer l'éducation nationale en passant le concours et en devenant professeur de maths physique? Je n'ai pas la réponse, j'avoue que je ne sais pas exactement comment j'ai pu passer entre les mailles du filet. Mais il est évident que dans l'éducation nationale, je ne pouvais pas rester longtemps puisque c'était un milieu tellement consensuel, que naturellement j'allais forcément être découvert. Voilà, donc j'ai été révoqué en 1997 suite à des exercices indélicats que j'avais donnés. Et je dois avouer que quand on m'a révoqué l'éducation nationale, je dirais... Libération. Oui, bon, moi d'abord c'était une libération, et puis il n'avait pas tort, j'étais vraiment un loup dans la bergerie, donc je ne vais pas aujourd'hui pleurnicher en disant « Oh, j'ai été victime ». Non, j'étais un loup dans la bergerie, je ne me cachais pas, je ne cachais pas mes opinions, donc ils m'ont révoqué, je dirais, à leur place j'aurais fait pareil. Alors ces opinions, comment elles sont arrivées? Moi, elles sont arrivées assez simplement, elles sont arrivées lorsque j'étais en mathématiques supérieures, au lycée Saint-Louis à Paris. Je fréquentais la librairie française, car à l'époque, je pensais que la solution serait purement économique. Je n'avais pas compris l'enjeu de la mémoire. Et un jour, le gérant de cette librairie m'a dit « Mais vous faites des sciences ?» Je dis « Oui, je suis en mathématiques spéciales maintenant. » Il m'a dit « Il y a quelque chose qui devrait vous intéresser, c'est les Annales d'histoire révisionniste numéro 5, avec un rapport scientifique sur les chambres à gaz. » Bon, à l'époque, je ne remettais absolument pas en cause cette histoire. Hein. Et je n'étais pas très intéressé. Puis quand même, je l'ai pris un peu pour lui faire plaisir. Et je l'ai lu. Et ça a été pour moi un choc. Après, j'ai lu les Annales numéro 1. Et ce qui m'a énormément choqué, c'était la persécution contre les révisionnistes. Et c'est là que ça a suffi pour me dire, il doit y avoir anguille sous roche. Et après... j'ai lu l'ouvrage de Raoul Hilberg, La destruction des Juifs d'Europe, et finalement, c'est ça qui m'a beaucoup plus convaincu. J'ai vu que le dossier était assez vide. Mais comment s'est passé ce choc, justement? C'est-à-dire que voilà, vous recevez ce magazine, vous le lisez, et puis, alors que vous aviez une pensée idéologique, on va dire, conforme à ce que la société demande, et puis d'un coup, là, tac, vous basculez. Moi, j'étais déjà national-socialiste, moi, attention, hein, non. Donc,
Bon, la National Socialiste France, bon, ça je pourrais m'en expliquer, mais ce n'est pas l'objet de cette émission. Mais j'avais toujours eu face à moi des gens qui me disaient tout débat était impossible en disant oui, mais on sait où ça a mené. Et j'étais assez gêné par cet argument. Et c'est pour ça que quand j'ai vu qu'il y avait peut-être une révision à faire sur ces sujets-là, je me suis engouffré dans la brèche. Et surtout, ce qui a fait naître le Vincent Renoir que l'on connaît aujourd'hui, c'est quand j'ai été exclu de mon école d'ingénieur, parce que j'ai distribué mes premiers tracts révisionnistes 2 jours avant la profanation de Carpentras. Alors naturellement, ça a fait un scandale, et j'ai été donc exclu de mon école d'ingénieur. C'était mes premiers ennuis, et j'ai fait un recours contre cette exclusion parce qu'elle était illégale. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle était illégale. D'ailleurs, j'ai été réintégré. Mais c'est le révisionniste Henri Roch qui m'a aidé à faire mon mémoire. Et le soir, il m'a invité à dormir dans sa chambre d'amis et il y avait sa bibliothèque. Et je voulais lire un livre avant de m'endormir. Et le hasard, je ne crois pas au hasard, mais j'ai sélectionné Nuremberg ou la Terre promise de Maurice Bardèche. Je pensais que j'allais lire 10 pages et je l'ai lu en une nuit, je l'ai lu en quelques heures. Et ce que je pressentais confusément, que toute cette fausse mémoire était faite pour empêcher tout réveil national, toute révolution nationale, dans ces pages-là, j'ai vraiment trouvé cela. Et Maurice Bardèche avait une plus grande intelligence que moi, il avait une plus grande maturité quand il a écrit son livre. Et ce que je pressentais, le fait de dire « on sait où ça a mené, donc tout nationalisme est interdit », c'était très bien expliqué. Et là, vraiment, c'est là que je me suis dit, c'est le combat, pour moi, ce sera le combat numéro 1 à mener. Le combat pour une mémoire vérité. Non pas une mémoire amnésique et une mémoire en plus fausse. Et d'ailleurs, depuis, Contre-culture de M. Soral a republié le livre de Maurice Bardèche et j'en suis très content parce que c'est vraiment l'ouvrage, moi, qui a formé. S'il y a un Vincent Renoir aujourd'hui, je le dois à Maurice Bardèche. Donc ça m'a fait un choc, il est évident, tout s'est renversé et je pense que c'est, j'en terminerai là, je pense que c'est ce que l'État craint aujourd'hui. On me dit souvent, oh ben vous êtes emprisonné pour des idées. Oui, mais attendez, ce sont des bombes idéologiques, parce que ça remet tout en cause. Ça remet tout en cause. Donc, c'est pas des simples idées comme de savoir si c'est les Romains qui ont introduit les oies à Chypre. C'est beaucoup plus que ça. Ça remet en cause tout le système, tout le système de pensée. Et donc voilà pourquoi l'État réagit si violemment contre le révisionnisme. Et d'ailleurs, je dis souvent, quand vous voulez attaquer un château, regardez où le défenseur masse ses troupes. Vous savez que c'est le point faible. Or, vous voyez qu'aujourd'hui, les lois anti-révisionnistes sont appliquées très sévèrement contre des gens comme moi. Et je rappelle que le 6 mars, là, dernier, il y a quelques jours, il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale et elle va être confirmée par le Sénat. Même les propos privés révisionnistes seront passibles de 3 750 € d'amende. C'est-à-dire que même en privé, même chez vous ou même sur votre travail, vous ne pourrez plus parler, car si on vous dénonce, vous serez condamné. Où est-ce qu'on va là? Même les propos privés condamnés, cher capitaine Juvin Brunet. Écoutez, avant d'aller sur les propos privés qui sont condamnables et qui sont, je pense, l'aboutissement de la fin d'un cycle, de toutes ces lois mémorielles qui ont ouvert un cycle et qui va bientôt se refermer, je voulais parler de ma propre bombe idéologique qui est le Christ, en fait. Parce que vous avez parlé depuis tout à l'heure avec Alain Soral et Vincent Renoir de notions de vérité, de notions de sacrifice. L'un ne va pas sans l'autre et l'un et l'autre ont fondé ce grand pays, cette grande nation héritière d'une civilisation millénaire qu'est la France. C'est une nation qui est christique. Et derrière le Christ, qu'est-ce qu'on a non pas comme personnage historique, ni comme fils de Dieu tel que peuvent le croire, et comme je le crois tous les catholiques, on a avant toute chose le fondement d'une civilisation lumineuse autour de la vérité. C'est la vérité, qu'elle soit douloureuse ou non, qui nous rend libres, tout d'abord. Et pour arpenter ce chemin sinueux entre vice et vertu, qui conduit à la vérité, qui conduit à notre dignité, qui conduit ensuite à une forme de souveraineté encore au-dessus, il faut absolument être dans le sacrifice. Mais de quel sacrifice parle-t-on? Il y a le sacrifice des vicieux,
et le sacrifice des justes. Le sacrifice des vicieux, c'est ce qu'on a subi depuis. C'est d'ailleurs on va dire le pire que nous ayons subi depuis 3 années. C'est le sacrifice de l'autre pour son confort personnel. C'est le sacrifice des anciens. C'est le sacrifice des enfants. C'est le sacrifice de ses voisins pour aller boire des bières en terrasse. Bref, c'est la chute de toute forme de spiritualité pour consacrer un matérialisme qui est justement anéantissant et qui fera que demain, aucune France ne pourra se relancer si elle ne redevient pas, elle ne se réconcilie pas justement avec cette part d'esprit et ce chemin emprunté par le Christ jadis. Mais à ce sacrifice dont on parle, qui est le sacrifice des vicieux, il faut absolument, absolument leur opposer le sacrifice des justes. Et le sacrifice des justes, c'est quoi? Et c'est millénaire, c'est pas moi qui l'invente, c'est depuis des milliers d'années qu'on les oppose. C'est j'accepte de me sacrifier, de sacrifier mon temps, de sacrifier ma liberté, voire, sacrifice suprême, de sacrifier ma vie. Comme le Christ. Pour l'autre. Et c'est exactement l'emblème du Christ. Tellement de gens et des hommes politiques célèbres ne comprennent pas ce symbole christique qui est de faire don de soi, faire don de sa vie, faire don de sa liberté, faire don de soi au quotidien pour fonder une société, une nation, une civilisation justement vertueuse. Et si nous ne sommes plus dans ce sacrifice personnel où on ne comprend plus que sacrifier, je le répète, son confort, sa liberté, voire sa vie, et qu'on ne comprend pas l'enjeu derrière, l'enjeu en fait de fonder, voire de refonder une société pérenne et vertueuse et prospère, nous avons déjà un genou à terre, nous aurons les deux. Et nous flirterons avec le précipice. Vous saviez que vous alliez faire sacrifice avant de lancer vos projets? J'avais le pressentiment que ce que je faisais était risqué. Je ne pensais pas que le système fasse preuve d'autant de zèle. Mais je l'ai compris en fait a posteriori quand j'ai compris. Le pouvoir de la mémoire, dont parle Vincent Renoir, dont parle Alain Soral. Mais Alain Soral parle aussi du pouvoir de la monnaie, parce qu'il est très imprégné de conceptions marxistes, que j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Mais quand j'ai compris que ce qu'on avait créé était en train de passer de poche en poche, sans que je le veuille, et c'est-à-dire que les policiers hier, CRS, tenez-vous bien, réalisaient des commandes de francs libres. Réaliser des commandes de francs libres. Alors qu'en face, il y avait déjà des résistants, les autres gilets jaunes qui n'avaient jamais réussi pendant 2 ans, 3 ans à fraterniser d'une façon ou d'une autre. Ces personnes-là se retrouvaient en fait sur un petit bout de papier, une petite pièce, autour de valeurs et de principes frappés, imprimés. Que je ne souhaitais pas, parce que c'était destiné à mon association, strictement. Ça a dépassé en fait les frontières de l'association, et c'est là où le pouvoir s'est dit « alerte rouge ». On était sur Monsieur Renoir est mathématicien, nous étions sur une croissance quasiment géométrique du système, qui était difficilement arrêtable par le système, qui allait atteindre une viralité inarrêtable. Et quand cette viralité allait même toucher au corps constitué, c'est-à-dire à la dernière phalange, le dernier mur d'enceinte qui protège le pouvoir, qui allait justement être acquis, non pas au petit billet, à la petite pièce, c'est pas ça, mais à ce qui est gravé dessus, c'est-à-dire au système de valeurs. Là, on a une capacité ensuite de refaire basculer les esprits, de refaire basculer les cœurs. Et ce qui a été subverti, ce qui a été mis à l'envers, on peut enfin le remettre à l'endroit. Ça veut dire, cher Monsieur Soral, que mémoire et économie sont les 2 piliers qui peuvent combattre, on va dire, le système. En tout cas, c'est les 2 piliers sur lesquels il faut investir. Il y a toujours le pilier spirituel et puis le pilier matériel, oui. De toute façon, ça avance toujours sur 2 jambes, oui, ça c'est certain. Mais pour revenir à la loi là, qui a été votée, enfin, qui a été discutée il y a quelques jours, d'ailleurs, mon nom est apparu avec celui de Vincent Renoir tout de suite, et c'était l'idée, normalement, si on avait passé le droit de la presse en droit pénal, Soral serait déjà en prison. C'était ça l'argumentaire. Et ce qui est tragique quand je parle de trahison, c'est que les personnes qui poussent le plus à la roue pour faire voter cette loi, aujourd'hui, sont les députés du RN. Hein, ah bon, c'est-à-dire d'un mouvement, oui, d'un mouvement qui est l'héritier de celui de Jean-Marie Le Pen. Et ça, c'est le truc le plus tragique, c'est de voir que des gens qui au départ sont des opposants à un système qu'ils ont quand même assez bien identifié,
voyant que c'est très dur de combattre le pouvoir, finissent pour finalement accéder à l'apparence du pouvoir, ou en tout cas aux avantages du pouvoir, à se rallier par des trahisons successives qui consistent aussi, comme signe visible, à flinguer les anciennes personnes qui étaient au départ leurs alliés et même parfois leurs supérieurs hiérarchiques. Et moi, c'est la chose la plus horrible quand je réfléchis au travail quand même relativement sacrificiel qu'a fait Jean-Marie Le Pen pendant des décennies et des décennies pour nous faire comprendre toutes les choses d'ailleurs qu'on admet comme évidentes aujourd'hui sans jamais lui rendre la pérennité. Hein. Quand je pense à ce que disent aujourd'hui des gens comme Zemmour, enfin voilà, ils doivent tout à Le Pen, et que je vois qu'à la fin, on passe l'héritier de Le Pen serait par exemple le petit Tanguy, pour ne pas donner son nom propre, parce qu'il me fait 2 procès en ce moment. On a quand même un sentiment qui est le sentiment, je dirais, qui est le plus douloureux. L'ennemi est identifié comme ennemi. Quand on a un peu de métier, on connaît exactement ses réactions, donc on ne se plaint jamais, on ne dit pas c'est injuste, ça n'a aucun sens. On sait très bien qu'on a touché quelque chose d'important, que le pouvoir et l'ennemi se défend, mais le pire, c'est les trahisons et les soumissions, c'est le pire. Et je veux bien rappeler qu'en ce moment, ceux qui se battent le plus pour nous faire embastiller sont les gens qui ont repris la suite en le trahisant du parti qui a été créé par beaucoup de lutte et de courage par Jean-Marie Le Pen. Il faut bien savoir ça, puisque les européennes arrivent. C'est pas inutile de s'en rappeler maintenant. Justement, comment on peut vaincre le système si cette fameuse opposition institutionnelle est en réalité maquée avec le pouvoir ? Justement par une radicalité à laquelle on ne doit pas renoncer pour des raisons soi-disant de stratégie. Moi, je suis politisé depuis très très longtemps, hein, depuis le milieu des années 80. Et je viens en plus de la gauche, donc j'ai entendu beaucoup de jeunes qui venaient du marxisme, des jeunesses communistes, rentrer au Parti socialiste en disant qu'ils faisaient de l'entrisme, parce que c'était là qu'étaient les places de gauche. Sinon, on risquait de rester dans une marginalité douloureuse. Et moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai vu ces gens rentrer, je n'ai jamais vu ressortir. Voilà. Donc, ma longue culture politique de terrain me dit que ce baratin de l'entrisme est un mensonge et le masque de la trahison. Et moi, c'est la chose que je veux le plus dénoncer, cette marche vers le pouvoir par la trahison et le renoncement de tous les fondamentaux qui fait que vous avez au départ une légitimité pour faire de la politique. Voilà. À la fin, c'est est-ce qu'on se bat pour des idées, est-ce qu'on se bat pour des places ? Et ce qui est tragique, c'est que les gens qui n'ont pas des idées très ancrées, très profondes, avec d'ailleurs sans doute un manque de dimension spirituelle, finissent toujours par lâcher les idées pour les places. Et ces gens-là, pour moi, sont les pires. Vous savez, en étant depuis les Gilets jaunes de plus en plus sur le terrain, et puis en faisant des émissions, et puis en allant chez les uns et les autres, j'ai remarqué que beaucoup, enfin même la plupart des moins de 40 ans, ont été, influencés par vous et vos vidéos, et donc sont rentrés pour la plupart en dissidence. Comment vous jugez cette dissidence, ces enfants qui sont un peu les vôtres d'ailleurs ? Ça, c'est ma grande fierté, c'est que j'ai formé beaucoup de monde par mes petites vidéos au départ sur un canapé, puisque moi je viens du monde normal, hein, j'ai fait des livres qui ont été des best-sellers. Je ne suis pas allé à la dissidence pour aller chercher, comment dirais-je, une notoriété que je n'aurais pas pu avoir autrement. J'étais invité régulièrement dans les grandes émissions parce que j'avais écrit des livres, parce que j'étais ce qu'on appelle un bon client des médias, et que parce que je critiquais j'allais sur des sujets qui étaient encore autorisés, critique du féminisme, critique du jeunisme, ça passait encore. Et puis il y a eu à un moment donné une évolution où on m'a fait comprendre que j'étais effectivement un bon client des médias, mais que si je voulais avoir vraiment une place, à l'époque j'étais aux grandes gueules, hein, des émissions comme ça, il faut se souvenir, il faut avoir la mémoire de tout ça, il fallait que j'en rabatte sur certains sujets que je commençais à toucher du doigt. Hein. Et là, c'est posé à moi le cas de conscience typique. Est-ce que je renonce à continuer sur un chemin qui me semble être un chemin de vérité pour me faire une place confortable qu'on me propose, ou est-ce que je continue sur ce chemin ? Et ma réponse, ça a été de découvrir qu'il y avait Internet qui commençait à exister et que je pouvais peut-être me passer des médias mainstream en allant sur YouTube. Et ça a été le fameux canapé rouge. Et ça a
bien marché. Et là, j'ai vu qu'il y avait une indépendance possible et que je pouvais continuer ce chemin de vérité sans aller mendier des invitations dans les grands médias. Et ces vidéos ont été pas mal regardées par des gens parce qu'il y avait, comment dirais-je, un discours de vérité assez radical qui, d'un seul coup, effectivement, a fait prendre conscience aux gens que c'était assez différent de ce qu'on consommait à la télévision, et puis surtout qu'il y avait quand même quelque chose, c'est une cohérence. Et j'ai eu beaucoup de succès. Et à partir de 2012, ce succès, pour faire court, a commencé à vraiment inquiéter le pouvoir. Et là, vraiment, le pouvoir, l'État, d'ailleurs ce qu'on doit appeler la République, parce que c'est ça que nous avons face à nous, cette espèce d'escroquerie qui s'appelle la République, que les gens confondent avec la patrie, avec la nation, et voire même avec l'État, parce que l'État est quelque chose de nécessaire, il y en aura toujours un. Voilà. Et à ce moment-là, effectivement, j'ai commencé, dans cette notoriété Internet, à commencer à prendre de plus en plus de coups. Hein. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé, j'ai créé un collectif et je suis passé d'un individu à une organisation. C'est-à-dire que je me suis donné les moyens de continuer la lutte. Et en fait, on en est toujours là aujourd'hui. J'ai une organisation qui me permet de tenir par rapport à l'aggravation de la violence que je subis de la part du camp d'en face. Et ça, c'est le message que je donne aussi. Il faut la jouer, alors c'est peut-être pas le chemin de Renoir, mais chacun le sien, il faut la jouer collectif. Quand vous êtes plusieurs, vous savez que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas fou, ce qui est aussi très important, parce qu'on vous fait croire que vous êtes fou. Quand vous vous mettez à discuter sur la version alternative du 11 septembre, pour ne pas aborder des sujets qui sont criminalisés aujourd'hui, et vous savez lesquels, on peut simplement parler du 11 septembre, même de l'homme sur la Lune, vous voyez, il y a des sujets qu'on peut encore aborder. Et à un moment donné, le danger, c'est de se sentir seul et même de penser qu'on est peut-être devenu fou. Et donc, c'est très important le collectif. Hein, le collectif, c'est ce qui vous permet de tenir. Le système de domination est beaucoup basé sur l'apologie systématique de l'individualisme et de l'arrogance individuelle. Hein, c'est un message que je veux faire passer, il faut la jouer collectif. Et beaucoup de gens qui ont trahi dans la dissidence ont trahi, je ne vais pas citer de nom, mais c'est très facile si on cherche, parce qu'ils l'ont joué très, très individuel, par mégalomanie, par arrogance, et quand ils se sont retrouvés en difficulté, ils ont été beaucoup plus fragilisés que s'ils avaient pu bénéficier d'un soutien et d'une organisation collective. Et c'est là qu'ils sont passés à la trahison ou à l'effondrement. En général, c'est les deux, effondrement et trahison. Donc ça, moi je fais passer des messages pratiques. Je suis Alain Soral, un individu, mais je pense toujours collectif, et c'est parce que j'ai un collectif avec moi, et je le remercie, ce collectif plus ou moins anonyme, que je peux tenir. Voilà. Et ça, c'est un message pédagogique de résistance pratique. Justement, cher monsieur Renoir, est-ce que cette dissidence, elle n'est pas elle est trop individualiste, pas assez collective? Est-ce que les gens pensent plus à leur petite carrière, à de l'argent qu'ils peuvent gagner, plutôt qu'à l'intérêt général? Dans la dissidence, Oui. parlez-vous? Alors moi, je ne connais pas la dissidence, parce qu'il est vrai que j'ai produit beaucoup dans ma vie, j'ai fait énormément de travail, et j'ai pas beaucoup été sur les réseaux sociaux, où je me suis pas beaucoup occupé de ce qui se passait en dehors. Donc je ne peux pas critiquer la dissidence. Oui, mais regardez, vous étiez en prison. Oui. Et c'est pareil pour monsieur Capitaine Juvin Brunet. Oui. Vous n'avez pas été beaucoup soutenu. Non, j'ai été Donc déjà- soutenu par Égalité et Réconciliation, Rivarol, et par d'autres, Et c'est mais tout. assez faiblement soutenu, oui. Donc ça prouve quand même qu'il n'y a pas un collectif qui se forme face aux institutions. Non, je ne pense pas qu'il y ait en effet de collectif qui se forme face aux institutions. Je pense que dans la dissidence, il y a beaucoup de gens qui sont là. Je vais porter un jugement peut-être assez sévère, mais je me suis demandé des fois s'il n'y avait pas des gens qui étaient là juste pour se distraire. Parce que c'est excitant. Alors on s'envoie des messages assassins sur Poutine, sur l'Ukraine, sur le Moyen-Orient. On se défoule sur les Juifs. Puis après, c'est un peu comme certains chrétiens, je dirais, qui étaient assez refroidis. Après la messe du dimanche, c'était fini, quoi. C'était la vraie vie qui commençait. Il fallait faire des affaires. Et à la limite, on oubliait un peu une certaine morale chrétienne. C'était surtout au début du XXe, les fins du XIXe.
tous ces patrons chrétiens qui en fait étaient des exploiteurs terribles. Eh bien, je pense que dans la dissidence, j'ai rencontré des gens comme ça. Ils sont là juste pour se distraire, et c'est pour ça d'ailleurs que 10-15 ans après, vous ne les voyez plus. Quand je regarde sur Caen, tous les militants que je connaissais quand j'étais jeune, quand j'avais une vingtaine d'années, ben, je suis le seul quoi, maintenant. Tous les autres, ben, ils sont rentrés dans la vie. Alors, je ne dis Rentrer pas... dans le rang peut-être? Entrer dans le rang, oui. Alors, je ne dis pas que chacun a son chemin de vie, je ne demande pas à tout le monde de faire les sacrifices, mais c'est vrai. C'est vrai que je crois que surtout, et c'est ce phénomène de réseaux sociaux qui fait que voilà, on se distrait, on s'invective à coups de messages, c'est amusant, mais après ça donne rien et l'État peut nous frapper sans aucun problème. Il sait très bien qu'il frappe Vincent Renoir, il n'y aura personne qui va faire une manifestation devant la prison. Je veux dire, si demain quelqu'un m'assassine, on dira oui, oh ben il y a un nazi là qui est mort. Oui, bien fait pour lui, il avait qu'à pas faire ses provocations. Dans ma famille, c'est un peu ça. Oh, bah oui, Dans votre famille? oui, dans ma propre famille. Les gens ne me lisent pas. Vous êtes un paria dans votre famille? Ah oui, dans ma famille, oui. Et ben et on dit oui, bon, écoutez, il va en prison, c'est pas bien, mais enfin, il ferait mieux d'arrêter. Hein. Bon, il a un bon diplôme, il aurait pu avoir une belle vie. Qu'est-ce qu'il a eu besoin de chercher ces machins? Voilà. Donc oui. Et avec ça, l'État joue sur du velours. C'est fou quand même ce témoignage. Je ne suis pas étonné du tout. C'est toujours aussi touchant, ce que dit Vincent Renoir, mais j'y reviendrai à la fin de mon propos. Je voudrais repartir sur la notion de dissidence et de résistance. Les Français doivent bien comprendre qu'on est tous, et moi y compris aujourd'hui, confortablement installés sur la rive, encore prospère, encore jolie, encore bien tenue, d'une forme de dissidence qui appartient en fait au rivage légaliste. C'est-à-dire, dur alex et lex, la loi est dure, c'est la loi, il faut la respecter. Non, respectons-la, soyons bien soumis. Sauf que cette loi est en train de devenir parfaitement illégitime, et même illégale. Donc, et on le voit d'ailleurs dans la Constitution qui est en train d'être le dernier clou dans le cercueil de la Constitution vient d'être mis par Dupond-Moretti, qui, avec ses mains de la personne que l'on connaît, a serré, a embossé la nouvelle Constitution sur la place Vendôme. Mais bref, je m'égare. Il y a le rivage confortable du légalisme et d'une forme de dissidence. Je résiste pour résister, et le terme de résistance est trop sérieux pour être galvaudé. Je le dis d'ailleurs à toutes les personnes aujourd'hui qui invoquent la résistance, qui invoquent la France libre, qui invoquent toutes ces initiatives justement collectives et d'intérêt supérieur, d'intérêt national. Ils ont mené des opérations, ils ont mené des initiatives jusqu'au péril de leur liberté, au péril de leur vie, et les armes à la main. Donc on ne parle pas d'élections européennes. Si les Français veulent un jour refonder, encore une fois, je le répète, une nation prospère et vertueuse, il faudra qu'ils passent le Rubicon. Et le Rubicon, c'est aller vers le rivage légitime, comment on le passe? Le rivage du danger. C'est par le courage. C'est par le courage, et uniquement par le courage, par les actes, et non pas par le spéculatif qui nous endort et qui nous fait croire, d'ailleurs, comme l'a rappelé Vincent Renoir, qu'on est dans le camp du dissident ou du résistant. La dissidence est tout à fait normale. Il faut préparer les esprits au combat, bien sûr. Mais une fois que les esprits auront été préparés, il faut que ce qu'il y a dans l'esprit s'infuse dans le cœur. Et il n'y a que le cœur qui peut demain armer les corps pour justement se battre. Il faut du courage. Aujourd'hui, les personnes qui ont été emprisonnées et courageusement sont dans une forme de position qui est centrale. Ils sont au milieu du gué. Ils sont entre deux rives. Ils sont entre la dissidence et une forme de résistance. Mais nous allons peut-être devoir nous réapproprier les pensées, méthodes et moyens moraux qui justement avaient été jadis utilisés par les résistants, qui étaient avant tout des combattants, et des combattants l'arme à la main. Et je pèse mes mots. Donc quand les Français auront compris qu'il faut franchir le Rubicon, passer de la rive légaliste, confortable, élection européenne, Frexit, RIC et toutes ces conneries, pour ensuite aller vers un futur qui puisse être souhaitable, vertueux, riche, prospère et de nouveau millénaire, il faut qu'ils se battent. Mais est-ce qu'ils ont envie de se battre? C'est ça la question en réalité. Est-ce que les gens ont envie de se battre? Ou est-ce qu'ils préfèrent être esclaves du consumérisme? Nous avons tous été, d'une façon ou d'une autre, esclaves de ce consumérisme rampant qui est une arme de destruction massive de nos cœurs. Mais
Et c'est là où je voulais répondre, et ça rejoint votre question, par rapport à l'utilité de sortir de ce consumérisme, de sortir de cet individualisme à tout crin. C'est là où nous allons pouvoir refonder un corps social. Nous ne sommes que des cellules éparpillées. Une cellule dans un corps est une cellule qui est autonome. Elle ne peut pas vivre à vivre seule, de façon indépendante. L'indépendance de vie est une gageure, c'est un mensonge qui a été créé pour justement détruire tous les corps sociaux. Et le corps social France en fait partie. Il faut qu'on refonde les élans collectifs, les initiatives collectives. Égalité et réconciliation en fait partie. Il y en a d'autres aussi, qui sont peu nombreux d'ailleurs. Les initiatives sont peu nombreuses. Et je tiens aujourd'hui donc à saluer toutes les personnes qui m'ont aidé quand justement j'étais aussi en prison et j'ai été soutenu. Ces personnes, de près ou de loin, majoritairement, appartiennent au comité de salut du peuple. Et je leur dis en permanence à tous ces CSP, les comités de salut du peuple, vous n'êtes que des cellules autonomes, mais nécessaires à être réunies dans un corps social avec une convergence de pensée, une convergence d'action et une convergence de but. Si nous nous battons, c'est pour gagner. Vae victis, malheur au vaincu, c'est celui qui va perdre la bataille, qui va se faire imposer les lois mémorielles, qui va se faire imposer la mémoire du plus fort, qui va se faire imposer toutes ces choses-là. Nous devons gagner pour rétablir notre histoire, pour établir nos tribunaux et pour sanctionner ceux qui nous ont trahis. Parce qu'on parle ici de haute trahison. Et la haute trahison en temps de guerre, rappelez-vous Macron, en 2021, le 12 juillet 2021, il nous a dit 6 fois qu'on était en guerre. Eh bien, en temps de guerre, c'est du droit d'exception, c'est du droit de la guerre. Donc, en temps de guerre, quand il y a de la haute trahison, ça finit comme le dirait Chevènement, la moitié on les pend, l'autre moitié on les fusille. Merci beaucoup, mon capitaine. Dernière question, et après on va passer à quelques questions d'actualité. Cher Monsieur Soral, comment justement on crée ce collectif? Comment on crée l'union en sachant que, comme l'a dit Monsieur Renoir, que même dans sa propre famille, certains disent oui mais bon il n'avait pas qu'à dire ou écrire cela. Comment on fait pour rassembler des gens contre un système tyrannique? Déjà, il faut avoir la volonté de le faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, le problème avec l'Internet, c'est qu'il y a la dimension virtuelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dissidence virtuelle. Et la dissidence virtuelle devient réelle quand, à un moment donné, la police frappe à votre porte ou que vous recevez un papier de convocation par la police. Voyez. Et là, on bascule du virtuel au réel. Et c'est là qu'on perd beaucoup, beaucoup de monde. Hein. Donc, c'est-à-dire que pour faire collectif, il faut penser collectif. C'est-à-dire qu'il faut se dire, même si par Internet, par les punchlines et même parfois les clashs qu'on souvent vous impose, vous faites de la communication, derrière, il faut penser effectivement à créer du collectif. Et tout ça, c'est des structures, c'est un travail précis, c'est une vision. Et d'ailleurs, moi, je rappelle souvent, je suis très attaqué comme si j'étais un YouTuber. J'ai créé une association, un site de réinformation qui est le premier de France, une maison d'édition, un lieu de rencontre et de convergence. C'est tout ça qui compte. Hein. Et ça, souvent, les gens ne le voient pas parce que la culture de la punchline virtuelle, là, ce qu'on appelle le YouTubage, cache un peu ça et le fait oublier. Et effectivement, ça crée des vocations de gens qui ne voient pas Internet comme un moyen de lutter contre le système, mais un moyen d'exister sans avoir le niveau pour être intégré dans le système. Parce que c'est un peu ça qui est un peu ironique, c'est qu'on a beaucoup de youtubeurs aujourd'hui qui existent par YouTube avec un petit public qui leur permet de vivoter, parce qu'il y a toujours ce côté échappé au salariat, quelque part, échappé au monde du travail, et qui se contentent très vite de ça, et qui oublient qu'au départ, quand on a monté cette dissidence, je vais quand même faire référence à Dieudonné, qui est très important historiquement, quand on a monté ça, c'était pour agréger du monde et faire un contre-pouvoir collectif. Et c'est ça qui est, je vous dis, très agaçant, c'est de voir souvent des types que j'ai formés, je les ai presque tous formés, qui sont passés par chez moi et qui à un moment donné montent leur petite boutique YouTube pour en fait vivoter comme s'ils avaient monté une petite épicerie. Voilà. Et c'est malheureusement le piège et la tentation de cette réalité virtuelle qui est à double tranchant, qui permet effectivement relativement de combattre, mais qui permet aussi de faire semblant de combattre. Et la différence entre combattre et faire semblant de combattre, eh ben, c'est justement les condamnations et les procès. Pour les gens, par exemple, parfois qui m'attaquent, justement, des youtubeurs qui m'attaquent,
Je rappelle que moi, j'ai eu mon premier procès en 2003. J'en suis aujourd'hui à plus de 85 procès, 22 condamnations définitives, 6 ans de prison, 450 000 € d'amende. C'est ça le bilan. Et Renoir peut amener son bilan et le capitaine peut aussi amener son bilan. Hein. Et après, c'est la question qu'il faut poser, c'est aux autres, là, qui souvent parasitent la dissidence et empêchent le combat collectif, c'est quel est votre bilan, à part, effectivement, être sur Tipeee pour demander un petit peu d'argent, et puis souvent d'ailleurs critiquer beaucoup plus les gens de la dissidence que le pouvoir lui-même. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a la dissidence dans la dissidence de petits youtubeurs qui ont compris que c'était beaucoup plus facile et beaucoup moins dangereux de critiquer des dissidents, eux, qui prennent des risques et qui la jouent collectif en disant que soit ils en font pas assez, ou que ça serait de l'opposition contrôlée, etc., etc. C'est cette question-là. Ces gens-là, aujourd'hui, sont sans doute, dans ce combat qu'on mène, les plus pénibles, parce qu'il faut à la fois faire face au système et en même temps prendre les coups qui viennent par derrière et de côté. Et ça, la vraie question, j'insiste, c'est quel prix vous payez pour votre combat, et surtout, est-ce que vous vous attaquez au pouvoir ou est-ce que vous faites semblant, hein? C'est un peu les deux questions qu'il faut poser. Et malheureusement, par le spectacle de la punchline, du clash, et aussi la jeunesse, le public relativement jeune de YouTube, on rencontre ce genre de problème. Donc, une fois de plus, je voudrais être pratique. Quand vous êtes face à un dissident qui souvent passe plus de temps à critiquer la dissidence qu'à s'attaquer au pouvoir, la question qu'il faut poser, quel risque prend-il ? Quel coup prend-il ? Et je pense que la hiérarchie objective, sérieuse, se fait quand même comme ça. Moi, je suis certain que Vincent Renoir est un opposant très sérieux au système, parce que le système le prend pour quelqu'un de très sérieux. Et comment ça se vérifie ? C'est qu'il s'occupe sérieusement de lui dans la persécution. Voilà. Hein, et on finit toujours dans ces deux catégories de mon maître en philosophie qui est Clouscar. Il y a le sérieux et le frivole. Hein. Il faut bien séparer le sérieux du frivole. Il y a ceux qui sont dans le sérieux, ceux qui sont dans le frivole. Ceux qui sont dans le frivole ne méritent pas, je veux dire, d'être, comment dirais-je, perçus comme des opposants et des dissidents. Ce sont plutôt des destructeurs de dissidence. Et ça, c'est très triste. Et qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Renoir ? Ça veut dire qu'au final, le système est imbattable, ou malgré tout, on peut le faire tomber Est-ce qu'un jour, il tombera, par exemple ? Alors moi, je dirais que la réponse appartient au peuple. C'est le peuple qui se sauvera lui-même. Je sais que c'est Robespierre qui le disait. Dans nos milieux, on n'aime pas trop. Vous êtes optimiste de ça ? Alors, moi, personnellement, je ne me pose jamais cette question. Mon devoir, c'est de combattre, c'est de diffuser des vérités, peu importe la victoire ou la défaite. Pour moi, c'est l'affaire de Dieu, c'est l'affaire de la providence. Moi, je ne suis qu'un instrument qui arrive. Je suis toujours optimiste, c'est-à-dire que, personnellement, je pense que le système va arriver à un niveau de complexité qui le fera s'effondrer. Même si l'ordinateur quantique arrive et nous permettra d'avoir encore une complexité plus grande, il y a un moment, quand un système techniquement est trop complexe, un jour ou l'autre, il y a dans cette complexité un grain de sable qui fait que ça va s'effondrer. Et je pense que ce sera une très bonne chose, parce que la seule façon que les gens se réveillent, il faut qu'ils aient faim, il faut qu'ils aient peur, il faut qu'ils sentent leur vie en danger. Je le dis depuis 25 ans maintenant, tant que les supermarchés seront achalandés, les pompes à essence pleines et les portables en fonctionnement, il n'y a aucun espoir, les gens seront comme ils sont aujourd'hui. Par contre, le jour où ça s'effondre, alors là, il peut y avoir un réveil subit et totalement inattendu d'un peuple que l'on croyait mort. Le peuple n'est jamais mort, jamais. Mais il faut à des moments qu'il y ait un électrochoc qui le réveille. C'est pour ça que personnellement, on me critique un peu là-dessus, et je peux le comprendre. Moi, je suis pour la politique du pire. Je veux que ça s'effondre. Il faut que ça s'effondre le plus vite possible. Tant qu'il y a encore des blancs, il faut que ça s'effondre. Donc, allons-y. Personnellement, je ne veux rien sauver. Voilà. Et pour le coup, c'est pas demain, mon capitaine, parce que malheureusement, les supermarchés sont pleins. Les gens, malgré que parfois ils payent 2 € le litre d'essence, ils remplissent quand même leur bagnole. Enfin bon, je veux dire... Je n'enlève rien à ce que vient de dire M. Renoir concernant le premier facteur qui peut faire demain que la table sera renversée. Mais ce facteur, on l'a déjà observé depuis maintenant quasiment 6 ans. Le premier facteur est là, c'est la grande émotion populaire.
la grande émotion par la peur, celle de la guerre, peut-être demain thermonucléaire qui pourrait arriver, la grande peur, la grande faim, bref, la grande émotion populaire. Il a fallu 3 facteurs à chaque reprise pour qu'en 1789, mais aussi plus tard en 1958, puis en 1968, à chaque fois, il y ait une bascule de régime fondamentale. Alors la plus fondamentale, bien sûr, est 1789, c'est une bascule qui n'est pas politique, c'est une bascule sociétale, c'est une bascule qui est notre grande catastrophe nationale, et dont nous devrons refermer la page, nous, Français d'ailleurs, je le dis très clairement. Mais il fallait de l'émotion populaire. Le peuple à l'époque, en 89, avait faim, parce que tous les mondialistes avaient vidé les greniers à blé, donc les Français étaient affamés, non pas à cause de 3 hivers rigoureux, mais parce que déjà tous les spéculateurs de l'époque avaient vidé la France. Premier facteur. Deuxième facteur, les francs-maçons à l'époque ont organisé via les loges maçonniques, comme des états-majors, toute l'organisation de la Révolution, qui était d'ailleurs pilotée par des figures tutélaires. Troisième facteur, il fallait des figures tutélaires. Et d'ailleurs, des figures tutélaires qui vivent assez mal les lendemains de la Révolution, parce que l'État profond a besoin de liquider ses propres agents, vu que leur système de valeurs est un système de valeurs pervers, qui est un anti-système de valeurs, une anti-religion. 58, c'est pareil. En 58, République crépusculaire, 4e République qui finit. Grande émotion populaire liée à quoi? Liée à la décolonisation, liée à la guerre froide, de la peur, émotion. Derrière, que font les gaullistes? Ils prennent discrètement appui sur les militaires. C'est pour ça que 3 ans plus tard, les militaires feront le putsch, parce qu'ils se sentiront trahis. Parce que 3 ans auparavant, De Gaulle leur a dit, si c'est la chienlit dans la 4e République, on prend le contrôle, le putsch. Et là, il y avait les 3 facteurs. Il y avait l'émotion, il y avait l'organisation. C'était les CSP à l'époque. De Gaulle et les gaullistes avaient exhumé le comité de salut public robespierriste, dont je ne partage pas ni la philosophie ni la violence, pour justement en fait envoyer un message aux tenants de l'État profond. Attention, nous avons l'émotion populaire, nous avons le système d'organisation, les CSP, comité de salut public en Corse, comité de salut public en Algérie, et les comités de salut public étaient en train d'aller de partout en France. Là, les Américains ont compris en coulisses, et les mondialistes derrière. Vite, vite, on va négocier, parce qu'en plus, on a la 3e facteur, qui est la figure tutélaire, De Gaulle. Comme jadis, Pétain avait été la figure tutélaire en 1940 lors de la débâcle. Donc demain, le problème, si on veut qu'il y ait un renversement de la table, ok, l'émotion populaire est là. Gilet jaune, bonnet rouge, robe noire, blouse blanche, antipasse, retraite, agriculteur, l'émotion populaire est là. Et en plus, il y a la guerre. Super. Mais en face, il faut une organisation. Et pour l'instant, c'est là où j'ai une divergence avec M. Renoir, c'est que je pense que oui, il faut faire appel au peuple, mais à la fin, c'est une opposition de noyau dur. C'est-à-dire, il y a le noyau dur des mondialistes, des pervers, des sociopathes, et en face, il faut le noyau dur, il faut fonder, recréer une chevalerie qui sera capable, par sa vertu, par son combat, de s'opposer à ce noyau dur, quitte à faire le sacrifice de son temps, de sa liberté et peut-être de sa vie. Et là, il pourrait y avoir une bascule. Là, il pourrait y avoir une agrégation du peuple, justement, qui pourrait s'agréger vertueusement sur ce noyau dur. Et ce noyau dur, il faut le fonder en recréant justement des corps sociaux. Que ce soit aujourd'hui égalité et réconciliation, plus à côté les comités de salut du peuple, plus encore d'autres démarches, d'autres initiatives, il faut qu'on juxtapose les réseaux. Et j'envoie encore cet appel, ce putain d'appel à toutes les personnes que je connais qui ont des réseaux qui servent théoriquement à se battre, à résister. Je citerai par exemple Place d'Armes. Nous devons arrêter de juxtaposer les réseaux, nous devons les superposer. Si vous superposez demain les réseaux, vous aurez une maille solide et pas simplement un simple agrégat de tissus tels des gitans ou des bohémiens. Nous devons superposer les réseaux de résistance, de résilience actuelle qui seront la résistance de demain. Merci beaucoup, chers messieurs. On va passer à une petite rubrique un peu actu. On va parler notamment des élections en Russie. Mais avant ça, les petites annonces. T'as pas 200 francs? Lui, c'est Lucas, et il fait les mauvais choix. Je te les rendrai. Spoiler alerte, Lucas ne reverra jamais ses 200 francs. Alors quitte à faire un don, pensez à nous, on en fera bon usage, pas comme nos élites. Un membre du cabinet de la ministre de l'Éducation, Caroline Désir, arrêtée pour trafic de drogue. On l'utilisera pour vous donner le meilleur de l'actualité dissidente. Si vous voulez détruire le pouvoir profond, alors rendez-vous sous la vidéo.
Merci à vous d'être toujours si nombreux. Continuez à nous soutenir. Allez sur la case de rejoindre sous la vidéo et évidemment en commentaire super chat. Dites-moi, cher monsieur Alain Soral, qu'est-ce que vous pensez là, de ces élections en Russie? Est-ce que monsieur Poutine, lui aussi, est une forme de dissident face au mondialisme? C'est un personnage historique très important qui est tombé dans une séquence, je crois que c'est Solzhenitsyn qui parlait de nœud, c'était un nœud, c'est-à-dire il vient des services soviétiques, il a vu l'effondrement de l'Union soviétique, il a vu la période catastrophique de la thérapie de choc libérale, et à un moment donné, il a pu accéder par des raisons de chance et de stratégie au pouvoir. Et comme il a pu se maintenir au pouvoir pendant plus de 20 ans, c'est-à-dire qu'il a pu échapper au mensonge démocratique qui empêche un homme politique à un moment donné de pouvoir redresser un pays et qui ne fait de lui qu'un employé de banque par le système du vote tous les 4 ou 5 ans ou même 7 ans, c'est jamais assez de toute façon, eh ben, il a réussi à redresser ce pays et à faire un pays suffisamment puissant pour s'opposer aujourd'hui, relativement, hein, pas totalement, mais s'opposer au mondialisme piloté par, on va dire, pour simplifier, l'Empire américain. Alors que jusqu'à présent, ceux qui avaient voulu résister à l'Empire américain, que ce soit Saddam Hussein, que ce soit Kadhafi et d'autres, n'avaient pas la masse critique et se faisaient systématiquement massacrer. Voilà, donc sans adhérer totalement à ce que peut représenter Poutine, d'autant plus que moi je suis français, donc je ne suis pas russe, on voit bien que c'est quelque chose d'intéressant dans le combat qu'on mène contre moi, ce que j'appelle l'Empire, parce que c'est un type dont l'Empire dit qu'il a trahi l'Empire. Et ça, j'écoute ce que dit l'Empire d'un opposant, et avec son alliance avec les Chinois, avec l'Iran notamment, il a les moyens de peut-être nous faire espérer que nous ne sommes plus dans l'unipolarité, mais dans quelque chose qui renoue avec la bipolarité, et pour je dirais malheureusement un État secondaire comme nous, qu'il y ait deux superpuissances et deux empires, c'est toujours mieux parce qu'on peut au moins arriver à négocier entre les deux, alors que quand il n'y en a plus qu'un, on lui est totalement soumis, et c'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé quand on voit le rétrécissement de la France est très très lié à la période de l'hyperpuissance américaine. C'est-à-dire que ce qui fait que nos pires ennemis d'un point de vue schmittéen sont bien plus les Américains que les Russes quand on fait une analyse profonde. Donc oui, de ce point de vue-là, la Russie est un signe que les choses risquent de bouger en profondeur. Et ça, c'est mon analyse. Pour que les choses bougent en France depuis Waterloo, en gros, depuis que nous ne sommes plus nous-mêmes une superpuissance, il faut qu'une résistance intérieure s'organise, mais aussi à un moment donné qu'elle puisse s'agréger à un basculement extérieur d'échelle supérieure. Hein. C'est ce qui s'est passé systématiquement. D'ailleurs, quand on passe au retour de De Gaulle, il faut la perte de l'Empire colonial, il faut la guerre froide pour qu'à un moment donné se passe quelque chose de réellement radical, entre guillemets. Hein. Pareil pour la chute du Second Empire, hein. Il faut la défaite de Sedan, il faut la montée de la Prusse, etc. etc. Donc en ce moment, on peut espérer et sortir d'un espèce de fatalisme parce qu'avec les BRICS, avec ce Poutine qui tient tête, qui a les moyens économiques de tenir tête à l'empire mondialiste et qui parle d'empire du mensonge, de satanisme, des mots qui ont aussi une dimension spirituelle en plus d'avoir une dimension économique, on se dit qu'on peut mener un combat en interne qui à un moment donné sera peut-être aidé en externe par quelque chose de plus grand et de complémentaire. Si on veut avoir une métaphore léniniste, on voit très bien qu'à un moment donné, Lénine, qui était un professionnel de la Révolution, qui a une école de révolutionnaires en banlieue parisienne avec 150 types, comprend que le conflit mondial peut, à un moment donné, être une opportunité pour aller faire la révolution dans son pays par la suppression du deuxième front, etc. C'est-à-dire qu'il y a des moments de l'histoire où, avec une paire de deux, on peut avoir une chance de gagner au poker. Hein. Et c'est un peu ça qui se passe en ce moment. Comprendre ce qui se passe au niveau de la géopolitique mondiale, comprendre la souffrance et la colère des Français, et comprendre qu'à un moment donné, en jouant de ces deux facteurs, on peut faire levier. Hein, c'est le principe d'Archimède. On peut faire levier très fortement, bien qu'en réalité, en termes de force, on n'ait pas grand-chose. Mais parfois, ce pas grand-chose intelligemment utilisé
peut produire un basculement complet. Et c'est pour ça que nous sommes dans une période très dure et très dangereuse pour nous, mais en même temps une période d'espoir parce que ça risque de changer très fort et les opportunités vont venir. Voilà. Dites-moi, Monsieur Renoir, est-ce que Monsieur Poutine est un allié des nationalistes français? Moi, alors, je ne sais pas. Je vous confesse mon ignorance. Je ne connais pas assez Poutine. Mais beaucoup de nationalistes se réfèrent à lui Oui. actuellement, peut-être prennent aussi exemple sur lui. Justement, est-ce que c'est un exemple, tiens, par contre? Je pense que certains nationalistes s'en font une image qui est peut-être vraie ou qui est peut-être fausse. Moi, je ne le sais pas parce que je ne connais pas, qui en effet donne un exemple. Hein, des gens se réfèrent à lui pour tel et tel genre de gouvernance, de décision, etc. Mais encore une fois, moi, tant que je n'ai pas étudié un dossier, je sais un peu que tant qu'on n'a pas étudié un dossier en profondeur, il est très difficile de donner un avis et de donner un avis crédible, un avis intéressant et de porter une conclusion. L'histoire de l'Ukraine et de la Russie, moi j'étais d'abord en prison où je faisais autre chose, donc je n'ai pas d'avis crédible à donner, un avis qui serait utile pour les spectateurs. Dites-moi, mon capitaine, merci à vous. Mon capitaine, voilà, Poutine, c'est un exemple. Est-ce qu'il faut prendre exemple sur sa façon de faire, sur la façon dont il combat ce mondialisme? Est-ce qu'il peut être un allié à l'avenir? Je vais m'en référer à mes souvenirs lointains de ces études que j'avais passées à Moscou jadis, où j'y étais resté donc 3 mois pour étudier. J'étais passé au MGIMO, ce qu'on appelle ces Sciences Po russes, si vous préférez, et qui m'a d'ailleurs fait rencontrer à l'époque Xavier Moreau, que je salue. J'avais commis un rapport de politologie parlant du pouvoir russe à la croisée des chemins. On était en 2004, c'est-à-dire qu'après 99, l'accession de Poutine au pouvoir, et quasiment 10 ans où le département d'État américain s'était invité jusque dans les coulisses du Kremlin. Le département d'État américain était dans les coulisses du Kremlin, dans certains couloirs. 99, c'est l'arrivée de cet homme qui ne sera pas providentiel au démarrage, mais qui le sera passé les années parce qu'il va révéler une véritable poigne. Je pense que c'est une poigne de fer et dans un gant de fer. Voilà. Parfois c'est un peu velours, mais c'est quand même quelqu'un à poigne. Mais qui a été, et là j'essaie de faire un parallèle avec notre système d'État, notre appareil d'État, qui a été incubé, biberonné, formé par le FSB, l'ex-KGB, qui, je l'appelle souvent, est une forme d'État profond légitime. C'est-à-dire le cœur d'un appareil d'État techno qui est là pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises. C'est-à-dire que j'y oppose une sorte d'État profond mondialiste, vautour, qui n'est là que pour prendre du fric sur le dos des peuples et pour s'enrichir au niveau à titre personnel. Je pense que Poutine a quand même bénéficié de la structure assez dense, assez solide d'un FSB qui l'a formé et qui l'a peut-être même aidé à aller jusqu'aux marges du pouvoir. Et quand je me retourne et que je vois ce qu'est mon pays, et vois notamment les différents services de renseignement, au nombre de 6, c'est là où j'ai envie de lancer un appel à la DGSE, qui est une forme en fait entre guillemets, c'est un peu notre FSB à nous, Français, en disant, mais avec tout ce qui s'est produit d'infiltration via le tour extérieur, en fait, autant de recrutements d'agents civils qui ont totalement ringardisé, ostracisé, détruit la branche militaire, qui historiquement était le bras armé de la DGSE, progressivement, nous avons perdu ce qui pourrait être, à mon sens, un État profond légitime français, capable de stopper les velléités folles, sociopathologiques, et aujourd'hui incarnées par le président, d'un Macron. Et c'est pour ça que je lance un appel encore aux anciens et encore à ceux qui sont encore, qui ont la confiance de l'État, qui sont au cœur de l'appareil techno français, que ce soit des 6 services de renseignement. Vous devez servir l'État, bien sûr, mais cet État doit être au service du peuple français. Ne l'oubliez jamais. Car nous, un jour, à la fin du combat, nous n'oublierons pas où vous avez été. Si vous avez servi un État qui était contre les intérêts du peuple français, nous ne l'oublierons pas. Et nous le saurons. Merci à vous, mon capitaine. Et ma dernière question à Monsieur Soral. Vous avez parlé de géopolitique. Il se passe, évidemment, il y a un conflit au Moyen-Orient.
en Ukraine. Est-ce que ces deux conflits peuvent déboucher peut-être sur quelque chose de plus important? On parle de Troisième Guerre mondiale. Déjà, à la différence des temps anciens, je crois qu'il y a des gens qui ont besoin de la Troisième Guerre mondiale pour cacher leur faillite et rester au pouvoir malgré tout, le principe du renversement de la table. Et ces gens qui en ont besoin, contrairement à ce qu'on croit, c'est plutôt le dollar en faillite et tout ce qui va avec. C'est pas dans l'autre camp. Je veux dire, par exemple, la Russie de Poutine est en période de reconstruction et très favorable et n'a pas besoin d'un conflit généralisé. Donc il faut bien déjà analyser qui a besoin de ce conflit généralisé. Et après, la différence, c'est qu'une fois qu'on a identifié ces gens qui ont besoin de ce conflit généralisé, il y a quelque chose de contradictoire chez eux, c'est qu'ils ont détruit quelque part leur capacité militaire par le féminisme, par le LGBTisme, par le jeunisme. C'est-à-dire le problème, c'est qu'on le voit bien avec Macron, il veut nous pousser à la guerre, mais le problème, c'est qu'on n'a plus vraiment les moyens de la faire, en réalité. Il n'y a plus d'armée de conscription, il y a une démoralisation généralisée, il y a l'immigration aussi. Les jeunes aujourd'hui qui ont envie de faire l'armée parce qu'il y a du chômage, c'est souvent les jeunes issus des quartiers. Je ne les vois pas aller se battre contre les Tchétchènes que leur enverra en face Poutine. Donc il y a quelque chose de très dangereux dans la période actuelle, c'est que les mondialistes, quelque part, ont besoin de la guerre pour survivre au chaos qu'ils ont créé et qui est en train qui risque de péter de façon imminente. C'est d'ailleurs pour ça toujours que les guerres mondiales arrivent dans notre séquence capitaliste. Et en même temps, ils ont un peu détruit leurs propres moyens de la faire sérieusement. Hein. Mais par contre, ça permet de les identifier. Et on voit bien aujourd'hui où sont les va-t-en-guerre. On voit bien où sont les va-t-en-guerre en Israël, hein. Le gouvernement Netanyahou. On voit bien qui, au lieu de négocier avec les Russes dans une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner, pousse à faire tuer jusqu'au dernier Ukrainien, c'est Zelensky. Et puis, on voit bien où sont en fait les êtres de raison qui travaillent pour un avenir collectif possible, et puis ceux qui sont dans une stratégie de chaos, et de chaos autant dans la logique des mœurs, parce qu'en fait, qu'on veuille la guerre ou qu'on veuille le triomphe de l'idéologie LGBT, ce sont deux systèmes de mort en réalité. Et donc la période actuelle nous permet quand même d'éclairer tout ça et sont, comment dirais-je, des vecteurs de vérité. Hein. Notamment Gaza est un incroyable vecteur de vérité. Si là je veux faire une allusion aux travaux qui passionnent notre camarade révisionniste, en ce moment, Gaza est un énorme facilitateur pour comprendre où sont les méchants en réalité et où sont d'une certaine manière les méchants de tout temps. Hein. Voilà, je ne veux pas aller plus loin dans cette allusion, mais en ce moment il y a des, comment dirais-je, il y a des tensions, il y a des souffrances qui sont plutôt des vecteurs de vérité que des vecteurs, comment dirais-je, d'enfoncement dans le mensonge. Et ça, ce qui me fait dire que nous sommes dans une période qu'on appelle une période de kéros chez les Grecs, c'est-à-dire une période d'accélération de l'histoire. Solzhenitsyn parlait de nœuds, où il va se passer beaucoup de choses dans peu de temps, et des choses qui vont permettre des changements profonds. C'est pour ça que nous sommes dans une période très dangereuse pour les dissidents authentiques, mais qui est en même temps une période d'espoir, parce que ce à quoi nous aspirons depuis des années et des années va peut-être arriver et de notre vivant, c'est-à-dire demain. Parce que moi, c'est ce que je souhaite le plus au monde, c'est rester vivant pour voir ce changement pour lequel je combats depuis quand même très longtemps maintenant. Hein. Et pour employer une analogie un peu taquine, j'espère, contrairement à Moïse, voir la terre promise. Merci beaucoup, Monsieur Soral. Votre actualité, est-ce que on va pouvoir lire bientôt votre prochain livre ? Alors mon prochain livre, je travaille dessus depuis un moment, mais c'est un recueil de textes et je voudrais qu'il soit quand même au niveau. Donc je me laisse prendre du temps. Je vous rappelle qu'entre Comprendre l'Empire et Comprendre l'époque, qui est mon dernier livre, dont le sous-titre est Pourquoi l'égalité, il s'est passé 10 ans. Et c'est vraiment un livre de fond. Et d'ailleurs, j'incite les gens à se le procurer et à le lire. Et là, de façon plus, on va dire, plus circonstancielle, je viens de sortir ma dernière vidéo avec c'est plus de 2 heures avec de la post-production, qui s'appelle SAPTR, Soral a presque toujours raison, qui est la SAPTR 26, vidéo à laquelle vous pouvez accéder sur mon site, moyennant quelques euros, parce qu'il faut,
pour ceux qui se posent la question du pourquoi. Ce mois-ci, j'ai eu 100 000 euros de condamnation entre le fisc et un procès pour droit à l'image. 60 000 euros d'un côté, 40 000 euros de l'autre. Donc imaginez l'organisation qu'il faut monter et l'autofinancement qu'il faut monter, parce qu'il faut maintenir son indépendance, pour pouvoir faire face à un système qui trouve par plusieurs moyens les moyens de vous faire cracher en un mois 100 000 euros de condamnation. C'est ce qui m'est arrivé ce mois-ci pour mon organisation, pour moi et mon organisation. Donc c'est pourquoi j'ai une maison d'édition et vous pouvez vous procurer Comprendre l'époque, mon dernier livre, qui est quand même vraiment un livre de fond, qui prolonge Comprendre l'Empire, qui est sorti en 21. Et puis, si vous voulez, au niveau de l'actualité, commenter, expliquer avec beaucoup de post-production, parce que c'est ça qui fait vraiment la différence, l'exactitude, démontrer que vos idées se vérifient par les faits, il y a la dernière vidéo qui vient de sortir, elle est sortie il y a 48 heures, qui s'appelle « Soral a presque toujours raison », chapitre 26. Voilà, c'est ce que... Merci pour me donner les moyens de faire un peu ma promotion. C'est normal. Donc, contre-culture, égalité, réconciliation. Vous avez aussi d'excellents auteurs comme notre ami Pierre Debrague que nous avons reçu et que j'ai reçu aussi sur Radio Courtoisie et que nous saluons s'il nous regarde. En tout cas, merci beaucoup. Et alors, puisque vous me donnez l'occasion, on vient de sortir un livre d'un gars de chez nous qui s'appelle Thomas Boussion, qui a été notre rédacteur en chef pendant des années, et qui est un livre sur les méfaits du jeunisme et qui s'appelle L'immaturité permanente, qui est un excellent livre sur ce sujet qui prolonge mes travaux. On le retrouve sur Contre-culture. Voilà, oui, qu'on trouve sur Contre-culture, qui s'appelle L'immaturité permanente, sur la destruction par la psychologie jeune, le jeunisme, l'immaturité. C'est-à-dire ce livre très intelligent qui montre que l'immaturité est favorisée par tout le système pour nous empêcher d'être des êtres qui pensons sérieusement et qui agissons sérieusement. Et c'est vraiment un livre très intéressant, très profond, et justement qui s'adresse aux youtubeurs, à ce public jeune qui est quand même le mien malgré moi. Voilà, l'immaturité permanente chez Contre-culture par Thomas Boussion. Lisez ce livre, c'est un livre très important. Merci beaucoup, Monsieur Soral. Monsieur Vincent Renoir, vous préparez peut-être un prochain ouvrage ? Oui, moi je prépare un prochain ouvrage. Enfin, je prépare déjà une étude qui part de la mort d'un révisionniste assez peu connu, Carlos Porter, un Américain, qui avait renoncé à la citoyenneté américaine, qui était devenu apatride pour protester contre les méfaits de son pays. Donc je prépare ça, et ça sortira très certainement sur mon blog, puisque j'ai un blog. Comment il s'appelle ? Il s'appelle le blog sansconcession.net. C'est sa dernière adresse parce que souvent ça a été fermé. Donc on a réussi à se réfugier ici. J'ai aussi une page Gab qui est toujours ouverte. Donc vous cherchez Renoir sur Gab et vous trouvez. Et puis surtout à l'heure actuelle, ce que je fais, c'est que comme beaucoup de gens veulent me voir, me parler, ou que je leur expose... que j'expose sur des sujets, je fais des conférences dans un peu toute la France. Alors ce sont des conférences strictement privées, mais c'est-à-dire que ce n'est pas annoncé, ce sont des gens qui se réunissent entre amis, et je viens chez eux, je parle. Donc si des gens veulent en organiser, c'est possible. Et puis il y a naturellement mon dernier livre sur Oradour, qui pour l'instant n'est pas interdit, n'est pas poursuivi, que l'on peut se procurer notamment auprès de Rivarol, ou aussi auprès de mon blog. Vous la librairie Vincent aussi, j'imagine, peut-être, non ? Alors, je ne sais pas s'il le diffuse. Aux dernières nouvelles, il ne le diffusait pas. Ah, bon. Mais voilà, il y a la librairie Arts Enracinés, D'accord. au Puy-en-Velay, qui le diffuse depuis le début et qui en ont des exemplaires. Donc voilà, les gens peuvent se le procurer. C'est, je dirais, le travail qui sanctionne une enquête de... environ 13, 14, 15 ans. Je veux dire. Et pour vous contacter, comment on peut faire ? Moi, j'ai un email. C'est Vincent Renoir 69, mon année de naissance, gmail.com. Et vous répondez à tout le monde ? Je réponds à tout le monde au maximum, oui. Je fais tous mes efforts pour répondre. Merci beaucoup, Monsieur Renoir. Oui, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et enfin, mon capitaine, Julien Brunet, vous faites la Tour de France. Montrez justement, les dates... du capitaine Juvin Brunet, donc Tour de France du CSP.
Je prends mon bâton de pèlerin depuis 4 ans. Ce sont des énièmes rencontres régionales, mais que j'ai démarré depuis automne 2021. Donc ça va faire bientôt 3 ans que je tourne en permanence. Je vais faire 8 ou 9 fois le Tour de France à différentes dates. Nous construisons une fusée. On aime souvent les technologies duales, l'aérospatiale et le nucléaire pour parler de dissuasion. Nous construisons une fusée actuellement. Le premier étage de cette fusée, le propulseur, le booster, c'est la force morale. Cette force morale, c'est le comité de salut du peuple. Mais cette force morale ne pourra pas, agir et s'épanouir sans un facteur financier qui est donc le fonds d'investissement citoyen que nous avons lancé, qui est la foncière financière libre, basée en Suisse, donc foncièrefinancièrelibre.ch, et qui enfin seront des outils nécessaires à porter non pas la mission, mais le combat de la France libre. Franc libre, comité de salut du peuple, foncière financière libre, et demain, la France libre. Merci beaucoup, messieurs. Alors, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais ce qui importe, c'est la liberté d'opinion. Elle doit continuer et nous nous battons pour ça. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux ce soir. Passez une excellente soirée et au prochain live, même endroit, même heure. Allez, salut, ciao.